Is anyone finer in the state of Carolina? If there is, and you know her, sure to me, Dinah. With those sexy eyes blazing, how I long to sit and gaze into the eyes of Dinah. Les guerres d'Italie sont des conflits lancés par les souverains français en Italie dès la fin du XVe siècle. Ceux-ci ont pour espoir de reconquérir certaines terres de la péninsule sur lesquelles ils ont des revendications. Parmi ces terres, le duché de Milan, dont la conquête avait déjà été tentée en 1499. En effet, le roi de France, Louis XII, est le petit-fils de Valentine Visconti, appartenant à l'ancienne dynastie qui régnait sur Milan. La ville est finalement occupée, puis conquise par la France, ce qui clôt cette deuxième guerre d'Italie en 1500. Milan est de nouveau perdu en 1512 et Maximilien Sforza devient duc lors de la guerre opposant la France à la Sainte Ligue, composée de la Suisse, de Naples, de Venise et du Saint-Siège. À l'époque, la France est une monarchie de droit divin où le pouvoir royal se renforce. Les frontières de l'époque s'étendent moins à l'ouest. Milan est alors un duché, s'étendant sur la Lombardie et dépendant, en théorie du moins, du Saint-Empire romain germanique. De même pour la confédération des 13 cantons, c'est-à-dire les cantons suisses, qui sont une fédération au pouvoir central quasi nul. Au début du VIe siècle, l'armée se professionnalise dans le royaume, passant progressivement sous le contrôle du roi et devenant permanente. L'infanterie gagne également en importance au détriment de la cavalerie traditionnelle et de l'ordre des chevaliers. L'artillerie se généralise aussi, devenant plus légère et plus aisément transportable. L'armée suisse est quant à elle particulièrement réputée depuis les guerres contre la Bourgogne. Les régiments suisses se battent en ordre serré, et ce, en présentant leurs lances à l'ennemi. Ils sont également parmi les premiers à équiper leurs soldats d'arquebuses et de mousquets. Les régiments ne sont pas forcément unis entre eux, les gouvernements, les commandants n'étant pas forcément les mêmes, bien qu'appartenant à la même fédération. Vient ensuite le corps de bataille proprement dit, formé de piquiers disposés en carré. Ces bataillons étaient constitués de piquiers sur 7 ou 9 rangs, puis d'halbardiers et d'arquebusiers, à l'extérieur prêts à engager le combat. Seuls les hommes du premier rang portaient casque et armure. La pique utilisée faisait 18 pieds de long, soit plus de 5 mètres, et se terminait par un fer à 4 tranchants. Ceci permettait aux lances suisses de s'opposer aux attaques de cavaliers armés de lances plus courtes en appuyant leurs piques au sol. L'ensemble chargé au pas de chasse. Une fois roi de France, au début de l'année 1515, François Ier décide de reconquérir Milan, car étant, comme Louis XII son prédécesseur également héritier de Valentine Visconti, c'est le début de la 5e guerre d'Italie. À ce moment-là, les Suisses protègent le duché pour le compte de Maximilien Sforza, encore jeune. Même si les Milanais arrivent à obtenir la neutralité de nombreux royaumes, dont le Saint-Empire, l'Aragon, l'Angleterre et même la papauté, seuls les Suisses souhaitent défendre le duc. François Ier obtient également l'alliance des Vénitiens. Les Français empruntent alors une nouvelle voie pour rentrer en Italie, le col de l'Arche, qui était réputé impraticable, obligeant les Suisses à partir en retraite pour la Lombardie. On dit que François Ier réunit une armée considérable, composée entre autres de plus d'une 50aine de canons. Après avoir proposé aux Suisses d'énormes sommes d'argent pour abandonner le duc, des milliers vont donc rentrer en Suisse, tandis qu'entre 20 000 et 30 000 d'entre eux quittent Milan pour Marignan. Les armées françaises et suisses se retrouvent donc dans une plaine au sud de Milan, située entre San Giuliano et Marignan, entrecoupée de rivières, de canaux et de fossés. Celle-ci est particulièrement ensoleillée. Il y a entre 30 000 et 40 000 troupes du côté suisse, et du côté français, on retrouve environ 18 000 cavaliers, 30 000 fantassins et 12 000 lansquenets allemands. Les lansquenets étaient des mercenaires piqués. À ceux-ci s'ajoutent plus de 60 canons de gros calibre et d'autres canons de plus petit calibre pour un total de plus de 300 canons. La bataille débute le 13 septembre 1515. Avant de commencer la bataille, les Suisses s'agenouillent pour prier. Ils s'avancent ensuite en 3 groupes en formation serrée, équivalente à des phalanges, d'environ 7000 hommes. Le premier contact intervient vers 16h environ. La ligne française est alors enfoncée par les Suisses, une charge menée par le roi de France permettant de renverser la situation. Les Suisses tentent alors d'utiliser un de leurs carrés pour capturer les nombreux canons situés en haut d'une butte, défendus par des soldats équipés d'armes à feu qui occasionnent de nombreuses pertes et désunissent les troupes confédérées. Les Français disposent en effet d'un nombre de canons particulièrement important. C'est une des premières fois que l'artillerie est utilisée à cette échelle. Cependant, les Suisses prennent le dessus et doivent faire face à de violentes charges de la part des Français.
les charges de cavalerie étant menées par le roi. Au même moment, l'artillerie française commence à tonner. La cavalerie française, héritage du Moyen-Âge, a du mal à lutter contre les Suisses, et ce en raison du terrain marécageux. Au final, de nombreux Lansquenets au service des Français sont tués. La nuit tombe et la bataille se transforme en une mêlée informe, qui cesse finalement à minuit. Les Suisses décident alors de tenir leur position en attendant le lendemain. On raconte que François Ier dormit en armure, et ce, à une distance particulièrement faible des troupes suisses. Le lendemain, les Français sont toujours en supériorité numérique, et ce, malgré leur perte de la veille. Heureusement pour eux, près de 2000 cavaliers et environ 10 000 troupes d'infanterie sont envoyées par Venise. Ceux-ci prennent à revers les Suisses, ce qui permet aux Français de reprendre le dessus, en chargeant et en prenant en tenaille les troupes suisses. Au final, les Suisses doivent battre en retraite à 11 h, ayant perdu trop de troupes face à l'attaque conjuguée de ces unités. La bataille a coûté la vie à plus de 15 000 Suisses et à quelques milliers de Français. En fin de compte, François Ier arrive à prendre le contrôle de la Lombardie qu'il garde jusqu'en 1525. De plus, la France et la Suisse signent une paix perpétuelle qui entraîna un comportement pacifique de la part des cantons suisses, et ce, bien que les mercenaires furent les plus réputés d'Europe. Par sa violence et son utilisation de l'artillerie, cette bataille préfigure le sanglant de guerre de l'ère moderne que connut l'Occident.